Bonsoir, vous regardez Business 54, le magazine qui montre à l'Afrique qu'elle a tout pour réussir. Nous partons en Côte d'Ivoire. Dans la capitale économique ivoirienne, le transport en commun est rythmé par leur approche clientèle à la criée. Assistant des chauffeurs des minicars appelés communément Baka, ces jeunes apprentis se battent pour gagner leur pain quotidien. Mais leur relation avec les passagers reste des plus tumultueuses. Immersion dans l'univers des apprentis Baka d'Abidjan. Regardez. Donc quand on est comme ça, vous parlez, on négocie, il n'y a pas de problème. Quand tu as monté, tu as fait parler avec qui? C'est pas maintenant tu as fait parler avec moi. Les Baka d'Abidjan arrangent bien des gens. En tout cas, moi, Daouda, je pense souvent les Baka. Cette scène est quasi quotidienne dans ces minicars qu'on surnomme ici à Abidjan, capitale économique ivoirienne, Baka. Ces jeunes gens appelés apprentis de tous âges et d'horizons divers assistent les conducteurs en assurant simultanément la gestion de la caisse et surtout l'orientation du véhicule. Peu importe les intempéries, qu'il fasse un soleil de plomb ou qu'il pleuve, ces apprentis sont au four et au moulin pour, disent-ils, gagner leur pain quotidien. Dans l'accomplissement de leurs tâches, quelques nuages brouillent très souvent les relations entre passagers et apprentis. C'est les enfants qui sont très impolis. Ils ne respectent pas les grandes personnes. Quand on monte dans le véhicule, ils sont prêts pour nous quand on monte. Là où vous cherchez à descendre, on vous envoie dans un autre coin. Oh, peut-être avant de monter, vous avez bien dit, là où vous descendez, ce n'est plus le même accueil en fait. Le fait qu'ils tapent la voiture, là, c'est ça qui n'est pas bien. Ils ne font que taper la voiture, donc ça nous embrouille, il fait chaud. Les passagers, lorsqu'on leur doit du respect, c'est tout quoi. Parce qu'ils paient 100 francs, même 200 francs, ils pensent qu'ils sont permis à toutes les choses. Souvent, nous parlons mal, il y a des fois, nous parlons même là. Nous, on n'arrive pas à digérer cela. Donc, souvent, quand ça chauffe notre cœur aussi, on répond aussi, on répond mal. La majorité des clients, eux se comportent comme s'ils n'ont pas d'enfants à la maison. Hier même, il y a un moi qui a porté main à un de nos collègues hier pour lui blesser par rapport à la monnaie. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre, allez venez monter, à jamais marché, monter, à Bobo la guerre. La question de la monnaie, principal sujet de discorde. Monsieur derrière, donnez l'argent. Moi je vois des gens devant les pharmacies. Qui est responsable? De part et d'autre, on se rejette la faute. À chaque fois, on te demande la monnaie. Il n'y a pas un jour tu vas monter, donner par exemple 500, payer 200 et puis il va te donner ça tranquillement. Et à leur niveau, au lieu de garder la monnaie, et remettre ça aux filles qui vendent la lotus. Tu n'as pas la monnaie sur toi. Ils peuvent voir dans le véhicule, si les gens qui ont la monnaie, ils peuvent aider la personne. Il te dit carrément, quand tu leur donnes un billet, tu penses à t'injurer. Ce matin même, j'ai été injuré par un Bakaman. Tout le monde peut te donner 1000 francs 500, 1000 francs 500. Sur 34 places, 33 places, tu ne peux pas connaître tout le monde, le nombre de la personne qui t'a donné 1000 francs ou pas. Donc il y a d'autres qui volent les apprentis. Voilà pourquoi les apprentis s'expriment et pardonnent toujours à les passagers de leur donner de la monnaie. Parce que quelqu'un peut te donner 1000 francs en disant à la descente qui t'a donné 2000 francs. Au lieu de monter la monnaie, ils n'arrivent pas à monter la monnaie. Et vous font croire qu'ils ont la monnaie. Arrivez devant, et vous donnent les 1000 francs, 2000. Dans 2000, tu as les 100 francs. Ça se passe comment? Lorsque tu parles, on dit que tu es impoli. Le transport de GESCO à Djamé, c'est 250. Mais souvent, quand ils viennent et disent on descendu, monter la monnaie, et puis ils nous donnent 1000 francs. Donc, dans ce qu'on fait quoi? On enlève les 250 dedans, dans ça, on fait pas toujours. À partir client, on ne s'attend pas à cause de 50 francs seulement, sinon il n'y a rien. Outre ce problème, les habitudes vestimentaires et hygiéniques des apprentis ne laissent personne indifférent. Bon, les manières de s'habiller par rapport à mettre les fesses au dehors, c'est pas normal. Sur ce plan-là, vraiment, ça va pas. Donc il faut qu'ils fassent un peu d'effort. Ça ne me plaît même pas, ils sont très sales. Le travail que nous faisons, on se réveille à 4 h. Devant nous monter à 22 h. Nous dormons dans le Baka, nous réveillons à 4 h, 3 h. Nous pensons à travailler. Le soleil, le temps, la chaleur, nous transpirons. Lorsqu'on descend, c'est là. Sinon, on prend soin de nous. Lorsque tu travailles, si tu te joues les chocos, tu vas gagner combien? Tu cherches ton pain. Voilà. Lorsque tu cherches ton pain, il n'y a pas besoin de te rendre propre ou bien quoi. Lorsque nous venons monter, nous sommes propres. Mais c'est le travail qui nous rend sale.
Je peux finir de rouler jusqu'à 10h. Quand je suis là, il y avait ce public à côté, juste à Tezaco, je me lave. Il y a plusieurs jeunes apprentis, exemple, comme à Bobo. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter, ils n'ont même pas le temps de manger. Parce que quoi? Il n'y a pas du travail. C'est les jeunes, c'est les élèves aussi. Mais ils viennent chercher pour eux, sur Poitiers, pour pouvoir passer permis, pour être quelqu'un demain. Un apprenti a 5 heures au maximum de sommeil. Lorsqu'ils doivent prendre le relais tôt le matin, le véhicule leur sert de couchette. À la mi-journée, c'est ici, dans ce bistrot, que les apprentis font une pause autour d'un café. Quand j'étais apprenti, quand je roule comme ça, je dors dans le bar. Matin à 4h, quand mon patron vient, il me réveille. Là, il prend un bidon d'eau, il lave mon visage. Quand il finit de laver mon visage, il cherche un coin d'express, il boit un pot, et il sort. Lui qui doit rouler, il va rouler. S'il descend, s'il va venir s'asseoir. Bon, aujourd'hui, voyez, nous on est assis. Notre seul travail, c'est bara. On n'a pas autre travail à faire. On ne vole pas, on ne fait rien. C'est notre travail qui est le travail de bara. À la fin de la journée, lors du décompte, certains apprentis Gbaka rentrent satisfaits. Quotidiennement, journalièrement, ce qu'on leur donne là, en tant qu'apprenti, ils peuvent économiser jusqu'à 100 000, 200 000 pour passer le permis de conduire. Par la grâce de Dieu, nous gagnons notre vie. Sincèrement, ce que je peux dire, hein, l'homme, quelqu'un de la zone qui attend sa quinzaine n'est pas mieux que moi, c'est ma portière. Mais ce n'est toujours pas le cas en général. Quelques conducteurs abusent de leur autorité. Tu peux gagner 20 000 à ton patron, vous deux. Il peut te donner 7 000, 8 000. Il y a deux patrons, il peut te donner 9 000. Il y a d'autres aussi, il peut te donner 2 000, 3 000. C'est dit quoi, tu es un apprenti. Tu es un apprenti, tu te donnes 2 000 fois aller. Si tu es fâché, demain tu ne montes pas. Si tu es fâché, tu vas prendre quelqu'un d'autre pour rouler demain. Donc tu es obligé d'accepter les 2 000 pour pouvoir venir rouler demain. Même si beaucoup de faits leur sont reprochés, à la réalité, ces apprentis Gbaka sont des jeunes gens courageux qui se battent pour se tailler un avenir radieux. Voilà, nous restons en Afrique de l'Ouest. Au Mali, les femmes fournissent 70% de la main-d'œuvre rurale et constituent un soutien inestimable pour les ménages en milieu rural et urbain. Le projet Énergie et transformation des produits agricoles a mis à disposition des coopératives féminines de Sikasso et de Koulikoro un séchoir solaire qui permet de sécher des aliments pour la revente. Regardez. Les femmes fournissent 70% de la main-d'œuvre rurale. À travers leur activité génératrice de revenus, elles constituent des soutiens inestimables pour les ménages, tant en milieu rural qu'urbain. Ces activités génératrices de revenus, telles que les séchages des céréales, fruits et légumes, sont très souvent tributaires de la précarité ou de l'obsolescence des procédés jusque-là utilisés. Tantôt séchés au soleil ou à l'aide de kits fonctionnant au gaz butane, les coûts de production sont très élevés et les produits de moins bonne qualité. Pire, la performance des unités de séchage à gaz est très réduite. Faute d'unités de séchage à grande capacité, plusieurs dizaines de tonnes de mangue pourrissent au Mali chaque année. Pour corriger ce déséquilibre, le projet Femmes, Énergie et Transformation des produits agricoles de la SNV a mis à la disposition des coopératives féminines de Sikasso et de Koulikoro le kit de séchage solaire. Basé sur un système de ventilation forcé par un panneau solaire, le séchoir solaire permet de sécher 2 fois plus le produit que le séchoir à gaz. La vie de bon nombre de femmes rurales a changé et le revenu amélioré par l'avènement du séchoir solaire. Depuis la question de ces séchoirs, il y a de cela 5 mois, nous avons produit 1 tonne 980 kilos de matières premières. Donc avec ces 1 tonne 980, on devait utiliser 40 bouteilles de gaz. La bouteille de gaz fait 4500. Ça veut dire que nous avons épargné à peu près 180 000 francs. Actuellement, je peux dire que nous avons même oublié le prix d'une et des charges de gaz. Les produits finis que nous obtenons sont sans odeur et gardent leur goût naturel. Un chien que j'utilisais avait une capacité de 22 kg pour les 24 heures. Mais cet équipement a une capacité de 200 kg
pour les mêmes 24 heures. Fini flani fini ni fini ja ala fini bisa ya fi amba fi ka ja kono na ya do sase nunu kono ka danoro abi sa oh flana fene jaba fene ami jaba ja ala ni jaba jara ala fene ni jaba bora na jaba jala jaba fene bisa mo ko woro yara fene bina ni jaba ye ami jaba ja uye sarala oh fene flana ami ami basi jala ami monukuru jala ami dege nunu ja ala. Une technologie méconnue mais innovante est aujourd'hui à la disposition des consommateurs. Le fabricant du séchoir s'est découvert une activité professionnelle très prometteuse. Suite aux tests initiés par la SNV, le fabricant a pu améliorer la qualité de son produit qui répond mieux aux attentes des utilisateurs. La production à grande échelle du séchoir solaire et sa vulgarisation vont à coup sûr améliorer le revenu des femmes rurales et rehausser le taux de transformation des produits de la cueillette. Autre atout, utiliser à bon escient le kit de séchage solaire peut se révéler être un important facteur de création d'emplois pour les jeunes tant au milieu rural qu'urbain. La SNV est une institution d'accompagnement. Ils ont déjà fait leur rôle. Ils nous ont permis de vulgariser au moins à travers dans 3 régions un produit qui répond à des besoins réels. Maintenant, c'est aux opérateurs privés de s'approprier de cette réalité qui est aujourd'hui sur le marché, au niveau technique, surtout la technologie locale. On est parvenu à faire des équipements qui répondent à des besoins. Parce que qui parle de la divulgation parle aussi des opportunités qu'on peut créer au niveau par exemple des jeunes diplômés. En mettant aujourd'hui 3 séchoirs dans des zones comme Nyonon, où le projet Harpon a fait des trancheuses d'oignons capables de faire 1 tonne à l'heure. On peut faire de grandes capacités, à grande quantité des oignons qui seront vraiment conservés en période d'abondance et revendus en période de pénurie, où la valeur marchande est plus importante. En plus de créer de l'emploi, on crée des revenus. Des deux côtés, les effets multiplicateurs d'impact sont là. Les enfants, les jeunes qui vont se lancer dans ces productions, les productrices, ce sont les producteurs qui voient leur production écoulée, et les ménagères aussi qui ont les produits disponibles tout le temps. La SNV appuie 13 organisations dans 5 cercles dans les régions de Koulikoro et Sikasso. L'appui de la SNV a permis d'équiper plus de 20 coopératives de transformatrices. Ces kits de séchage solaire pour les femmes qui interviennent dans la filière céréales sèches et fruits et légumes leur ont permis de faire économie du gaz butane dont elles dépendaient dans le processus de séchage de leur production. Beaucoup d'entre elles affirment même avoir oublié combien coûte le gaz. Aujourd'hui, nous voulons que dans nos communautés locales, chacune des femmes, chacun des ménages dispose d'équipements d'efficacité énergétique. Le kit de séchage solaire est la solution à moindre coût de la transformation de produits du maraîchage et de la cueillette au Mali. Il offre également une très grande opportunité de marché. Sa commercialisation peut être une activité économique très rentable pour les opérateurs économiques, il suffit d'y croire. Voilà pour ce reportage. Ce soir, nous allons vous parler d'un pays de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie. Il affiche une croissance de 10% par an en moyenne, avec pour première conséquence l'émergence d'une nouvelle classe des super riches. Ils ont fait fortune très rapidement dans le bâtiment ou encore le textile et vivent, vous allez le voir, à la mode américaine. Regardez. Dans sa villa accrochée sur les hauteurs d'Addis Abeba, vit un homme à qui tout sourit. C'est comme ça la vie. Saïd Brahane affiche ostensiblement tous les signes extérieurs de sa réussite. Là, il y a une salle de gym, un sauna. Là, il y a un salon et une cuisine. C'est juste une partie de la maison. Sa fortune se compte en millions d'euros. Et Saïd Brahane n'a pas peur de la montrer. La décoration intérieure est plutôt clinquante. Manifestement fier d'être riche, Saïd Brahane expose les portraits de ses modèles dans les couloirs de sa maison. Le milliardaire américain Warren Buffett. C'est que Saïd Brahane compte bien rejoindre un jour le cercle fermé des personnes les plus riches du monde. Cette année, vous savez combien Bill Gates a gagné d'argent?
Plus de 80 milliards de dollars. Warren Buffett, 65 milliards. Et moi, plus que ça. C'est drôle, non? L'Éthiopie, connue pour ses grandes crises de famine dans les années 80, qui reste parmi les 20 pays les plus pauvres de la planète, recense de plus en plus de nouveaux riches. Saïd Brahane est l'un d'entre eux, dans sa voiture avec chauffeur. Ici, aujourd'hui, c'est une zone industrielle, mais il y a 20 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, la zone est remplie d'usines, les unes à côté des autres. Saïd nous emmène dans la sienne, construite il y a tout juste 20 ans. Parti de rien, l'ancien tailleur est aujourd'hui le leader du prêt-à-porter éthiopien. 600 costumes sortent de cette usine tous les jours. Il n'y a pas beaucoup d'usines de fabrication de vêtements en Éthiopie. Celle-là, c'est la plus grosse. Tout est à faire en Éthiopie. Et Saïd Brahane ne se contente plus du textile. L'hôtellerie, la construction, il est aujourd'hui à la tête d'un empire. L'un des hommes les plus riches du pays, qui n'oublie pas pour autant les temps difficiles. Devant son premier investissement, exposé comme un trophée, une machine à coudre achetée en 1974. Ah, ça me rappelle cette période de ma vie, quand je me battais tous les jours pour sortir de la pauvreté. L'Éthiopie, qui partait de si bas, a connu un miracle économique. 10% de croissance par an en moyenne ces 10 dernières années. Le pays se présente comme la Chine du continent africain. Un rêve éthiopien qui se retrouve dans cette résidence de la banlieue d'Addis Abeba. Voici le clip promotionnel du projet. Plus de 500 villas de luxe, un golf, et le site ne cesse de s'agrandir. 5 milliards d'euros d'investissement. Tout simplement, le plus gros projet immobilier privé du pays. On s'est inspiré de ce qui se fait aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Ça n'existait pas en Éthiopie. C'est le premier projet de ce type ici. À 500 000 euros la villa avec jardin, Tedros Messala pensait surtout vendre à des Éthiopiens installés à l'étranger. Il ne pensait pas lui-même connaître un tel succès. Il y a 6-7 ans, 70% de nos clients étaient des Éthiopiens qui vivaient à l'étranger. Aujourd'hui, les chiffres se sont inversés. Ça veut dire que de plus en plus d'Éthiopiens qui vivent ici sont en mesure de s'acheter ces maisons. La croissance économique augmente de plus en plus. On s'arrache ces villas avant même qu'elles ne soient sorties de terre, c'est un fait. Il y a de plus en plus de riches en Éthiopie. C'est même le pays d'Afrique qui compte le plus de millionnaires. Il y en a 3000 environ aujourd'hui et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Voilà, toujours en Éthiopie, à 20 km au nord-est d'Addis Abeba, le lotissement résidentiel de luxe Year Fium Homes s'étend sur 600 hectares, symbole de l'attrait croissant pour le très haut de gamme en Éthiopie, pays encore souvent associé à la famine, mais où se développe une classe aisée. Regardez. Nous sommes à 20 km au nord-est d'Addis Abeba. Ici, le lotissement résidentiel de luxe Yearview Homes s'étend sur 600 hectares. C'est le symbole de l'attrait croissant pour le très haut de gamme en Éthiopie. Ce pays est encore souvent associé à la famine, mais où se développe une classe aisée. La plupart de nos clients proviennent de la classe moyenne et de la haute société. Quand nous avons débuté, l'économie n'allait pas bien et la plupart de nos clients étaient des Éthiopiens de la diaspora. Entre 52 et 48% étaient des locaux. Mais maintenant, l'économie a grandi localement et disons que nous avons 85% de clients éthiopiens rien que locaux. Le Yearview Homes est un projet qui a démarré depuis 10 ans. Il devra être achevé d'ici 4 années. Aujourd'hui, la demande de ces villas est si forte.
Quoi que nous produisons, mais c'est très peu en comparaison avec la demande. Les Country Club n'a jamais fait de publicité et nous avons plus de 200 personnes qui sont sur une liste d'attente pour acheter des maisons. Les agences immobilières impliquées dans la vente de ces villas trouvent que le rapport qualité-prix est respecté. Plutôt que des villas, c'est un style de vie qui est vendu. Ce que nous avons vu est un besoin d'immobilier de luxe. Donc, nous voyons des personnes qui viennent sur notre site et qui cherchent des choses à des prix assez élevés. Vous pouvez en trouver à 7 millions ou au-delà. C'est ce qu'ils cherchent. Que vaut l'achat d'une maison à 400 000 $ dans un pays où les salaires restent extrêmement bas? Voilà, nous restons en Éthiopie. Après 15 années passées aux États-Unis, Abai Schulz est rentré en Éthiopie et s'est lancé dans la maroquinerie. À l'instar d'autres créateurs du pays, elle a su imposer sa marque sur le marché du luxe. Regardez. Une marque de maroquinerie de luxe fabriquée à 100% en Éthiopie. Abai Schulz a grandi dans un orphelinat dans le nord-est du pays. À 11 ans, sa vie a basculé. Adoptée par une famille américaine, elle part s'installer aux États-Unis et reviendra 15 ans plus tard, une licence d'économie en poche. Travailler le cuir était une évidence pour elle. L'Éthiopie est l'une des plus grandes terres d'élevage en Afrique et se classe numéro 10 dans le monde. Donc je veux me concentrer sur des articles en cuir et j'ai effectué mes recherches sur les tanneries et les potentiels producteurs. Voilà comment je me suis retrouvée à créer une entreprise qui produit des sacs à main en cuir. Son objectif, prendre part à la transformation économique du pays en proposant des produits de qualité. Son entreprise ZAF a généré de l'emploi. Aujourd'hui, 17 personnes travaillent pour Abai, dont 10 artisans. Mais gérer une entreprise en Éthiopie n'est pas toujours de tout repos. Coupures d'électricité fréquentes, difficulté à trouver une main-d'œuvre qualifiée ou à se faire parvenir certaines matières premières. Mais pour ses employés, Abai est un modèle de réussite. Elle est très créative et en même temps, elle arrive à régler les problèmes très rapidement. Elle m'a appris à réfléchir et j'ai beaucoup appris grâce à elle. Des produits de qualité qui ont un coût, ces sacs sont vendus entre 70 et 700 $. L'entreprise produit aujourd'hui plus de 400 sacs par mois, soit 4800 par an. La majorité part à l'export. Abai a ouvert un magasin en mars dernier à Addis, la capitale. Aujourd'hui, les Éthiopiens font aussi partie de sa clientèle. Je suis très heureux que des produits de chez nous, faits dans notre pays, se vendent dans les pays occidentaux, en Europe et en Amérique. Cela génère des devises étrangères dans notre pays et en plus, cela encourage les entrepreneurs locaux. Abai Schulz fait partie d'un grand nombre de créateurs éthiopiens qui se penchent désormais vers le marché du luxe. Des standards haut de gamme dans un pays où le salaire mensuel moyen est en dessous des 40 $ selon la Banque mondiale. Mais la clientèle est là. La population huppée de la capitale et la diaspora défilent dans les magasins de luxe d'Addis Abeba. Le secteur du luxe a un bel avenir devant lui. L'Éthiopie est classée par le FMI parmi les 5 économies les plus dynamiques au monde. Voilà, Business 54, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe de production de B-News, Kone Sombaga à la caméra et Lolo Moutima à la supervision. À la semaine prochaine. Au revoir.